Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des oscillateurs. Évidemment, les applications, c'est la spectroscopie, une fois de plus, comme le cours sur la transformée de Fourier, et donc la caractérisation des molécules, voire l'introduction des phonons, donc des propriétés de la matière. Nous allons d'abord parler des liaisons moléculaires de manière relativement simple. Comment modéliser aussi de manière relativement simple l'interaction entre un système matériel et un rayonnement et la notion de mode propre d'un système. Alors, ce système peut évidemment être une molécule, une structure électronique d'un atome, une structure nucléaire d'un atome, euh, tout étant décrit finalement par des modes propres d'un système dans le modèle que je vais présenter. Tout ça étant finalement une sorte d'empreinte digitale, une caractérisation qui va nous permettre d'illustrer comment les bandes spectrales peuvent se construire, comment on peut donc du coup identifier les raies spectrales dans un enregistrement donné par un spectroscope. Et puis, bien évidemment, tout ceci entre dans le cadre de l'interaction entre des ondes et de la matière, et la description que nous en ferons est une description tout ce qui est plus classique, de manière à simplifier les choses. Euh, L'idée, c'est de pouvoir décrire des oscillateurs couplés, parce qu'on peut décrire les différents modes dans la matière comme étant des oscillateurs couplés, puis ça pourrait aussi avoir des applications, bien évidemment dans le domaine en fait de la mécanique, des oscillateurs électroniques, donc ça dépasse le cadre simple de la spectroscopie. Mais nous allons nous focaliser sur l'interaction rayonnement-matière. Alors, dans une hypothèse très simplificatrice, d'abord, c'est le fait qu'on ait des potentiels harmoniques qui relient finalement les structures entre elles. Alors, les structures, ça peut être le noyau et l'électron, des atomes dans une molécule. Et donc j'introduis quelque chose que vous connaissez déjà, qui est le modèle d'oscillateur. Alors un oscillateur, en général, on le décrit à partir en fait d'un oscillateur mécanique, à partir du moment où on a une masse M accrochée à un ressort de raideur K qui peut osciller et qui a priori pourra être ensuite excité par une force extérieure, et on introduit tout de suite un amortissement qui sera, dans l'hypothèse de notre modèle, un amortissement fluide, donc proportionnel à la vitesse. Alors, si vous vous souvenez, cela mène l'application de la relation fondamentale de la dynamique, ou du principe de la dynamique, à une équation différentielle d'ordre 2 dont on va présenter évidemment les solutions et discuter les solutions. Alors, si on applique les règles correspondant à la définition des forces d'oscillation, donc la force de rappel en moins kx, la force de frottement en moins L x point, donc dérivée de x par rapport au temps, c'est la vitesse, et puis que l'on réécrit tout cela en grandeur normalisée, c'est-à-dire en divisant par la masse, le produit de la masse par l'accélération devient donc l'accélération, et puis on transforme les coefficients, L en L sur M, et K sur M en oméga 0 carré. On verra assez rapidement pourquoi. Donc on obtient une équation différentielle simple en x secondes, donc dérivée de la position de l'oscillateur, dérivée seconde par rapport au temps, plus un terme proportionnel à la vitesse avec un coefficient gamma, et un terme proportionnel à l'allongement lui-même qui est précédé d'un coefficient oméga 0 carré. Et donc la solution de
de cette équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant, mobilise éventuellement l'équation caractéristique, qui est une équation polynomiale dont il faut trouver les solutions à l'aide du discriminant, et qui nous donne donc la solution en fait du trinôme, qui est en moins gamma, donc rappelons, hein, lié au frottement, plus une racine carrée de la différence de deux carrés, l'une faisant intervenir ce carré, le carré de l'amortissement finalement, hein, normalisé à la masse, et puis le coefficient moins 4 fois oméga 0 carré. Le tout étant évidemment divisé sur 2, et vous avez, enfin divisé par 2, et vous avez deux solutions, hein, une avec plus le discriminant et moins le discriminant. Et les solutions s'obtiennent, on peut les écrire sous la forme complexe, de deux solutions, l'une gardant en mémoire le signe plus devant le discriminant, la racine carrée du discriminant, et l'autre ayant le signe moins. Et donc ces solutions ont des amplitudes x0 plus et x0 qui peuvent être déterminées si on rajoute en particulier des conditions initiales pour cette oscillation. Alors la discussion qu'on peut être amené à faire, c'est que dans cette exponentielle, à partir du moment où gamma est plus petit que le 4 oméga, que 2 oméga 0, on va dire, donc c'est-à-dire que cette quantité-là est négative, la racine carrée devient la racine carrée d'un nombre négatif. Et donc on apparaît un imaginaire pur, ici. Donc cet imaginaire pur est lié aux oscillations, et puis ici vous avez un amortissement en fait en moins gamma sur 2 qui intervient dans l'argument de cette exponentielle. Alors, la discussion physique de ces solutions permet d'obtenir donc une solution oscillante amortie par une exponentielle. Bien évidemment, on a des cas critiques hein, qui ne sont pas très intéressants en général en fait en physique. C'est dans le cas où l'amortissement devient grand, et donc dans ce cas-là, on est dans la condition critique, le discriminant était égal à 0, donc on a ces deux quantités-là en fait qui sont égales sous le signe racine carrée, et donc il ne reste en fait que les termes en moins gamma sur 2, donc on a simplement un amortissement en exponentielle décroissante. Donc on a l'influence ici, à la fois du terme oméga 0 carré, qui correspond finalement à une pulsation propre de l'oscillateur, et puis l'influence relative du frottement, ici représenté par gamma, compte tenu que ce coefficient gamma étant normalisé par la masse. Donc reprenons ces oscillations, bien évidemment, on peut les forcer, donc c'est-à-dire on essaye de faire osciller l'oscillateur à la pulsation oméga. Bon, ceci étant la description d'un oscillateur de matière, donc en fait c'est le nuage électronique lié à l'atome, ou éventuellement les atomes liés entre eux par des liaisons moléculaires. Et le forçage est en réalité l'illumination, l'éclairage pour la spectroscopie, donc à une pulsation oméga. Pour résoudre cette équation différentielle, on fait la somme évidemment de la solution de l'équation différentielle homogène, donc c'est-à-dire égale à 0, solution générale, et puis d'une solution particulière qu'il va falloir trouver de cette équation. Cette solution particulière peut être considérée ou trouvée à partir du moment où on se dit que l'oscillateur va tenter d'osciller à la pulsation oméga. Donc ça veut dire qu'on aura des solutions oscillantes ici, à la pulsation oméga, donc des fonctions trigonométriques ou éventuellement en notation complexe, une oscillation à la pulsation oméga. On est dans une vision évidemment linéaire des choses. Quand on excite à la pulsation oméga, on obtient une oscillation à la pulsation oméga, et pas ces harmoniques, comme dans le cas en fait de la physique non linéaire. Donc dans ce modèle d'oscillation linéaire, on remplace cette solution dans le membre de gauche, donc en dérivant deux fois, une fois, et en combinant tous ces termes, on obtient ceci, d'où une amplitude en fait qui dépend de oméga à la pulsation d'excitation et de oméga 0 carré, ici qui intervient explicitement. On voit bien que ça correspond à une pulsation propre de l'oscillateur, puisque a priori elle existait même sans forçage. Et on obtient un dénominateur ici qui fait intervenir donc oméga 0 carré, oméga la pulsation d'excitation, et un terme proportionnel à oméga faisant intervenir l'amortissement, ce terme étant imaginaire. Qu'on peut remettre, puisqu'on a un complexe au dénominateur,
en multipliant par le conjugué en haut et en bas, sous une forme plus sympathique, faisant intervenir donc le module carré ici du dénominateur précédent et le conjugué au numérateur du dénominateur précédent. Ça, c'est l'amplitude en fait d'oscillation, qui est une amplitude a priori complexe que l'on peut décrire sous la forme donc de son module, écrit ici, donc racine carrée du carré de la partie réelle et de la partie imaginaire, la somme des carrés de la partie réelle et de la partie imaginaire, et puis de la phase, qui est l'argument en fait de cette fonction x0 de oméga complexe, qui est donc l'arc-tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc elle s'écrit comme l'arc-tangente de moins gamma oméga ici sur oméga 0 carré moins oméga carré. Bien sûr, toujours cette dépendance de l'amortissement, de la pulsation propre de l'oscillateur et de la pulsation d'excitation. Un petit exercice pour savoir si on a bien compris. On a supposé une solution en exponentielle de plus i oméga t. Il y a toujours une différence entre les formalismes dans les ouvrages français et dans les ouvrages anglo-saxons. Souvent, la solution comporte un signe moins dans les uns ou les autres. Donc l'idée, c'est de pouvoir résoudre à nouveau le système en utilisant cette solution de forçage, qui finalement ne change rien par rapport à la physique. C'est simplement en fait un terme conventionnel qui va induire un changement de signe ici devant l'amortissement et donc ici pour l'amplitude. Donc évidemment, l'argument va lui aussi changer de signe à cause de ce changement de signe devant la partie gamma oméga. Alors on peut voir en fait quelle est l'influence de la pulsation d'excitation par rapport à la pulsation propre, et on voit ici apparaître des pics de résonance. Bien sûr, pour des amortissements en fait qui sont croissants, on voit que quand l'amortissement est très important, on ne voit plus le pic. Et puis ici, bien sûr, c'est à rapprocher au pic que l'on peut observer dans les spectres, donc caractéristiques d'un mode propre d'oscillation de la matière. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la variation en fait de la phase, donc c'est-à-dire de l'argument de la fonction amplitude, fonction de oméga de l'oscillation. La phase de cette oscillation ici décrite, elle est a priori négative, d'après le résultat convention plus i oméga t, elle serait positive dans l'autre cas. Elle passe par une valeur particulière ici que vous pourrez déterminer facilement, qui est moins 90 degrés. Donc là, il y a un point particulier, évidemment, qui correspond donc à oméga égale oméga 0. On voit d'ailleurs en fait que l'amplitude ici ne tend pas vers l'infini, puisqu'on a un amortissement. Donc on a un pic limité, donc physique. Donc là, le déphasage prend une valeur particulière, puis ensuite il passe en dessous des 90 degrés, et donc on obtient un déphasage encore plus négatif ensuite. Alors évidemment, là tout de suite il faut que j'attire votre attention sur le module et la phase de cette fonction qui décrit donc les pics en spectroscopie, puisqu'elle fait apparaître en particulier donc la fonction arctangente. On revient ici, c'est l'arctangente dans les deux cas de convention de ce quotient. Donc c'est la fonction arctangente. Alors on sait que la fonction arctangente est a priori définie entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et ici on vient de voir une fonction arctangente définie finalement entre moins pi et 0. Donc là c'est le problème de la définition de l'arctangente et donc de la phase qu'on peut en déduire, qui doit pouvoir couvrir l'intervalle 0,2 pi ou moins pi pi. Et cette phase, a priori, étant limitée par la définition de la fonction arctangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc sur un intervalle de largeur pi seulement. Alors, il faut y réfléchir et aller chercher sur Internet, numériquement, ou sur les logiciels de calcul que vous connaissez, quelles sont les définitions des fonctions arctangentes. Souvent, il y a deux définitions. Une qui permet en fait d'avoir la définition mathématique de la fonction arctangente, et puis une autre qui est définie comme l'arctangente dite 4 cadrans, qui permet en fait de réobtenir la phase dans un intervalle de largeur 2π, plutôt que dans l'intervalle de largeur pi. Alors discutons l'amplitude aussi des oscillations, donc c'est le module de la fonction x0 de oméga, que nous avons donc déjà calculé, que l'on peut
factorisé par 1 sur oméga carré, ici, pour faire apparaître finalement la valeur particulière, peut-être de manière plus précise, quand oméga 0 sur oméga le tout au carré égale 1, on a ce terme-là qui est nul. Bien évidemment, c'est l'amortissement qui permet d'obtenir une expression qui soit non infinie. Alors l'amortissement, lui, c'est un terme finalement correctif qui va donc amortir l'oscillation, la rendre finie, y compris quand oméga égale oméga 0. Ça a une importance non négligeable, puisque ça signifie que quand on éclaire en fait les dispositifs, eh bien, il n'y a pas de destruction de ces dispositifs, que ce soit des molécules ou des atomes, mais par contre il y a des oscillations avec une amplitude plus ou moins forte. Bien évidemment, le maximum en fait de cette fonction que vous pouvez représenter n'est pas exactement en oméga égale oméga 0. Évidemment, ce terme-là décale la résonance. Alors, quand on discute ces fonctions-là, on a trois gammes de fréquences. Quand oméga est à peu près égal à oméga 0, quand on est proche en fait de la fréquence de résonance, l'amplitude est en réalité à 0 sur gamma oméga. Bien évidemment, cette amplitude dépend du coefficient d'amortissement de l'oscillateur. Si oméga est très inférieur à oméga 0, on peut prendre la limite quand oméga tend vers 0, donc très basse fréquence, donc quand on éclaire à très basse fréquence par rapport à la fréquence de résonance de la molécule ou de l'atome. Dans ce cas-là, le cas limite, c'est à 0 sur oméga 0. Dans le cas où la pulsation est très supérieure à la pulsation propre de l'oscillateur, on s'éloigne de la résonance mais vers les hautes fréquences, la limite quand oméga tend vers l'infini du module de l'amplitude d'oscillation tend vers 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque la pulsation est très grande, et bien finalement, on peut le décrire comme ça, la lumière ne voit plus l'oscillateur. Et donc l'oscillateur ne prend plus d'énergie à la lumière. On pourrait dire que la lumière traverse la matière sans exciter ces modes de résonance. Pensez aux rayons X. Les rayons X, lorsqu'ils éclairent en fait un atome, ne voient pas l'interaction, la liaison entre les électrons et les noyaux. Elles ne voient que les pulsations qui sont proches d'elles-mêmes, donc c'est-à-dire proches des rayons X, les pulsations correspondantes qui sont des fréquences caractéristiques de liaison du noyau. C'est pour ça que les images de rayons X permettent de visualiser les arrangements atomiques sans garder l'information sur les interactions entre électrons et noyaux. Alors, quelle est la fréquence de résonance? On a dit tout à l'heure qu'elle était légèrement décalée. Lorsque on considère le minimum du dénominateur ici de l'amplitude, on obtiendra le maximum de l'amplitude. Donc c'est là où apparaîtra la résonance. Donc écrit de cette manière-là, bien évidemment, ce minimum interviendra à partir du moment où on aura une dérivée finalement de cette amplitude qui sera égale à 0. On aura un extrémum dans ce cas-là. Et c'est-à-dire que ça apparaît pour des pulsations du rayonnement d'éclairage qui seront égales aux pulsations propres de l'oscillateur, moins, donc décalées vers les basses pulsations, basses fréquences, c'est-à-dire grande longueur d'onde, donc décalées vers le rouge. On aura donc un décalage vers le rouge qui sera finalement induit par l'amortissement de l'oscillateur. Encore ce coefficient gamma. C'est donc un décalage vers le rouge par rapport à l'oscillateur non amorti, par rapport à la fréquence de l'oscillateur non amorti. La pulsation correspondante, c'est la racine carrée donc de la pulsation propre au carré moins le coefficient d'amortissement normalisé au carré divisé par 2. Maintenant, la phase, si on utilise une fonction type argument de la fonction mathématique de la fonction, on l'a vu tout à l'heure, on a un argument entre moins pi et 0, qu'on peut éventuellement aussi trouver entre 0 et pi.
Si maintenant on considère en fait une autre fonction qui va nous ramener dans l'intervalle moins pi sur 2 et pi sur 2, voici le type de fonction de phase. On a donc un saut de phase brutal au moment de la résonance. Ce saut de phase, suivant les méthodes de détection, pourra être utilisé pour détecter la position de la résonance, détecter finement l'apparition de la résonance, donc là, en particulier pour mesurer la fréquence à laquelle cette résonance apparaît. Donc attention, il faut pouvoir transformer la fonction arctangente mathématique dépendant du cadran dans lequel on se situe. Donc éventuellement ramener une fonction qui varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2 à une fonction qui varie entre moins pi et pi ou entre 0 et 2pi. Donc attention à l'évaluation numérique de cette phase dont on a besoin. Quels sont les comportements asymptotiques de la phase? De la même manière, on regarde lorsqu'on travaille à basse fréquence, le déphasage est nul, c'est-à-dire que l'oscillateur est amené avec une faible amplitude, comme on l'a vu tout à l'heure, qui tend vers une limite, à être mis en mouvement à la même pulsation que le rayonnement incident. L'oscillateur suit le rayonnement incident. Quand on arrive vers la fréquence ou la pulsation de résonance, la phase égale à moins pi sur 2 avec ce que l'on a déterminé, puis on a un saut de phase, donc ça dépend suivant la définition de la phase, si l'on approche à partir des basses fréquences cette pulsation propre oméga 0, ou si on s'en approche par des valeurs supérieures. Bien évidemment, vous pourrez traduire tous ces résultats à partir du moment où l'oscillateur est évidemment amorti. Si la pulsation est très grande par rapport à la pulsation propre oméga 0, et bien dans ce cas-là, le déphasage est égal à moins pi. Ça veut dire en fait que on a un oscillateur qui vibre non pas exactement à la pulsation oméga, mais décalé, déphasé de moins pi par rapport à cette pulsation d'excitation. Donc il est a priori en opposition de phase. Quand on a un décalage de moins pi, une fonction oscillante change de signe. Donc évidemment, ce comportement en fait du déphasage va nous permettre de considérer que l'oscillateur réagit bien évidemment différemment suivant la pulsation d'éclairage. Donc voilà un zoom de l'amplitude pour différents amortissements. On voit bien en fait ici maintenant que l'amortissement se décale donc vers les basses fréquences au fur et à mesure. Le maximum de cette courbe se décale vers le rouge, plus on augmente l'amortissement. Jusqu'à d'ailleurs avoir un amortissement trop important qui ne nous permet plus de voir le pic de résonance. Alors évidemment, à partir du moment où la pulsation est égale à la pulsation propre du système de résonance, eh bien l'amplitude ne tend pas vers l'infini parce qu'il y a amortissement dans les systèmes physiques. Alors maintenant, considérons quand même le modèle simple. On sait qu'il n'est pas physique. Sans amortissement, on obtiendrait de la même manière des fréquences d'oscillation qui sont celles qui sont propres à l'oscillateur. Donc si on a un coefficient oméga 0 carré ici, on obtient des solutions qui oscillent à la pulsation oméga 0. Ce sont les pulsations propres de l'oscillateur, donc ne dépendant que du coefficient de l'amplitude d'oscillation ici, dans l'équation différentielle régissant les oscillations. Alors, à partir du moment où on a oméga qui est différent de oméga 0, on a ce genre de solution, et puis à partir du moment où oméga égale oméga 0, il faut renouveler, dans le cas des oscillations forcées, la résolution de l'équation différentielle, et on obtient un terme intéressant qui n'est pas infini, mais qui correspond en fait à une oscillation qui tend vers l'infini lorsque le temps augmente par rapport à oméga 0. Ça, c'est la vraie solution de l'équation différentielle que l'on oublie souvent en fait en physique, lorsqu'on fait simplement tendre d'oméga vers oméga 0 pour obtenir un infini. Cette solution n'est évidemment pas physique. On n'a pas le droit de faire tendre oméga vers oméga 0 carré dans l'équation différentielle. Ce n'est pas physique et ce n'est pas mathématique. Donc si oméga égale oméga 0, on doit à nouveau résoudre l'équation différentielle et obtenir un terme oscillant dont l'amplitude d'oscillation augmente proportionnellement au temps.
Donc on a d'une certaine façon l'apparition du temps caractéristique de claquage de l'oscillateur, de destruction de l'oscillateur à partir d'une certaine valeur du temps t. L'oscillateur très faiblement amorti est détruit par le forçage à la pulsation oméga 0. Alors, à partir du moment où on considère véritablement en fait ce terme, que l'on a remis sous une forme légèrement différente, eh bien, on obtient une solution qui nous permet de conclure que le comportement de l'oscillateur, à partir du moment où on allume la lumière qui éclaire l'oscillateur, ne correspond pas à tout de suite le claquage de l'oscillateur, tout de suite une divergence. Il faut se méfier des divergences en physique, elles ne sont pas physiques. Donc il faut faire attention à la résolution de l'équation différentielle. Alors, maintenant, venons-en au couplage des oscillateurs. Prenons par exemple une molécule, ce qui est souvent étudié en spectroscopie, en particulier la spectroscopie infrarouge. On a une molécule simple, pour l'instant, que l'on va considérer que la molécule de CO2. Donc on a en fait trois masses qui correspondent aux deux atomes d'oxygène et à l'atome de carbone qui sont reliés entre elles. Et puis on considère, dans le modèle très simple de mécanique classique, qui sont reliés comme par un ressort de raideur K, et on va regarder en fait ce qui se passe, comment on peut coupler et résoudre le problème des oscillateurs couplés pour cette molécule afin d'expliquer les différents modes de vibration que l'on va obtenir en spectroscopie et qui seront observés dans les raies de spectroscopie. Donc on pose les trois équations différentielles, proprement, c'est-à-dire en fait tenant compte de la distance entre les différents atomes, et puis la position de ces atomes. Donc la position de ces atomes, on peut identifier un atome dit à gauche et un atome d'oxygène à gauche de l'atome de carbone. Bien sûr, c'est complètement équivalent et n'induit pas de particularité sur la solution. C'est purement formel. Donc on en considère un à gauche pour mieux le repérer, et puis un à droite de l'atome de carbone. Donc on a deux atomes d'oxygène de part et d'autre de l'atome de carbone. Et donc leur position, donc du coup la force de rappel, fait que vous avez trois équations d'oscillation pour ces trois atomes, l'atome de carbone et deux atomes d'oxygène, qui sont finalement couplés, alors on suppose par la même force d'oscillation, la même liaison CO, donc la même caractéristique raideur du ressort du modèle de ces liaisons. Donc on a des équations différentielles couplées. On peut les écrire et tenter de les résoudre de la même manière. On va toujours considérer que la solution est à la pulsation d'oscillation oméga. Et donc on applique les dérivées partielles et puis on écrit sous la forme de correspondance ici. L'oscillateur est évidemment non couplé, on verra l'influence du couplage après. On obtient en fait des termes en oméga carré fois moins 1 qui correspond donc à i carré. C'est i oméga le tout au carré. Et on met chacun des termes en fait sous une forme diagonale qui va nous permettre en fait d'écrire une matrice, puisque ça devient un système linéaire à résoudre, sous forme de matrice finalement qui va tenir compte du couplage et du problème physique, c'est-à-dire d'oscillation. Et c'est un problème aux valeurs propres, alors que l'on peut écrire sous la forme de deux matrices en réalité, une matrice faisant intervenir les masses de chacun des atomes, et donc la pulsation oméga carré qu'on retrouve, c'est une matrice diagonale, et puis une matrice de couplage, ici la matrice K, qui fait intervenir donc les coefficients les raideurs des ressorts équivalents au modèle de liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone. Donc on a une équation ici qui est dite aux valeurs propres, faisant intervenir oméga carré. Cette équation en fait aux valeurs propres peut être résolue à partir du moment où on fait un peu d'algèbre linéaire et que finalement on va chercher quelles vont être les solutions qui permettent à ce terme-là d'être non nul. Ce terme-là, l'amplitude en fait d'être non nulle, alors que ici on a toujours une équation homogène, égale à 0. Donc quelles sont les solutions en x qui vont être non nulles à partir du moment où on travaille sur
ce terme-là, donc, qui est une matrice 3,3 ou un ensemble de deux matrices 3,3 faisant intervenir oméga carré. Donc allons-y. Pour pouvoir obtenir une solution non triviale, donc c'est-à-dire pas x égale à 0 à ce système, il faut que le déterminant de cette matrice-là, ici la matrice identité, un facteur d'oméga carré, soit non nul. Donc quelle est la condition pour que ce déterminant soit non nul? On prend donc le déterminant de la matrice globale, m-1 correspondant, le m-1, revenons-en, est relativement facile puisque c'est l'inverse d'une matrice diagonale, donc c'est la matrice des inverses. Et puis on multiplie en fait par k et on soustrait avec oméga carré i matrice identité, donc c'est la matrice des 1 ici sur la diagonale, 0 partout ailleurs. Donc cette matrice globale ici, qu'on cherche à caractériser par son déterminant, s'écrit ainsi. Et cette matrice en fait fait intervenir les termes en oméga carré qui donc donnent un polynôme dont les solutions en oméga vont donner des fréquences qui seront des fréquences propres ou des pulsations propres de l'oscillateur, c'est-à-dire qui pourront donner une amplitude caractéristique compte tenu qu'on n'a pas de forçage. Donc c'est des caractéristiques finalement qu'on met en évidence de la liaison, des liaisons entre le carbone et l'oxygène. La discussion de ces solutions. Donc on a une solution triviale, c'est les solutions en fait du polynôme finalement correspondant au déterminant en oméga qu'on cherche à trouver, et puis les solutions en fait en oméga non triviales, donc qui nous intéressent. Ce sont ces valeurs donc, qui sont solutions de cette équation polynomiale, donc a priori de degré 6, ici, qu'il faut résoudre, qu'on peut résoudre à l'aide de calculateurs formels. On peut le mettre sous forme factorisée qui permet de voir apparaître des conditions d'annulation, ici et là. Et ensuite, lorsqu'on a ces modes propres, ces pulsations propres, on les remplace à nouveau dans les équations initiales pour obtenir les solutions, donc c'est-à-dire les oscillations correspondantes, donc les valeurs d'amplitude. Quand oméga égale à 0, eh bien, on a des amplitudes nulles. Donc c'est bien une solution triviale sans intérêt. Lorsque on illumine la matière à très très basse fréquence, donc en signal continu, eh bien la matière ne vibre pas. Donc pas grand intérêt physique. Pour les autres solutions, donc qui correspondent au produit des deux termes qui s'annulent, on a des solutions en fait qui sont symétriques, c'est-à-dire que les vecteurs propres associés aux oscillations correspondent à des oscillations, l'une dans un sens, l'atome central de carbone ne bougeant pas, et les deux atomes d'oxygène vibrant de manière symétrique par rapport à cet atome de carbone. Les deux autres solutions qui font intervenir maintenant, donc là, la raideur, explicitement, de manière un peu plus complexe, vous donne des modes qui sont un peu plus raffinés, donc qui sont aussi la trace de la molécule de carbone. L'atome de gauche bouge d'une unité, on pourrait dire, alors que l'atome central, lui, se décale légèrement en fonction des masses relatives, et l'atome de droite se déplace aussi dans la même direction que l'atome de gauche. Donc on a une sorte de vibration où l'atome central vibre de manière opposée aux deux autres qui, eux, vibrent en phase. Donc les deux atomes d'oxygène vibrent simultanément et le carbone se déplace aussi de manière en fait beaucoup plus faible, évidemment, mais par rapport aux oxygènes. Donc ils vibrent aussi. Introduisons l'amortissement. Dans les équations différentielles couplées, on aura donc un terme proportionnel en fait à la vitesse, donc à la dérivée première. Pour l'atome de gauche d'oxygène, pour l'atome central de carbone et l'atome de droite d'oxygène. Toujours système couplé. On va toujours l'écrire sous la forme matricielle. Donc maintenant, on a un terme supplémentaire. Et puis, on va donc supposer au départ, et simplifier un peu l'équation matricielle de la même manière en utilisant, comme on l'avait fait pour l'oscillateur, des grandeurs normalisées à la masse, qui correspondent donc à des pulsations au carré. On peut le vérifier au niveau dimensionnel pour ces valeurs-là.
Et puis évidemment, on va considérer que les deux atomes d'oxygène ont la même masse, ce qui est tout à fait légitime. Et encore, on cherche une solution à la pulsation oméga d'excitation de forçage, donc de l'illumination. On écrit le système linéaire qui va nous permettre en fait d'écrire la matrice, donc on a des termes supplémentaires liés à l'amortissement qui sont complexes. Et on va raisonner de la même manière, on va tenter d'écrire ça sous forme matricielle, donc on a à nouveau la matrice unité ici qui arrive, qui correspond à la matrice des masses moins 1, évidemment divisé par les masses, donc ça devient la matrice unité, et puis ici on a les termes d'oscillation comme tout à l'heure, et puis le terme complémentaire correspondant au frottement, donc à l'amortissement des oscillations. Qu'est-ce que ça change dans l'écriture matricielle? C'est qu'on a toujours notre matrice Ka, qu'on a toujours notre oméga carré, mais qu'on a un terme supplémentaire imaginaire en I oméga gamma, comme dans le cas des oscillateurs simples. Et puis on a le même type de problématique à résoudre, donc là ce terme apparaît en facteur de la matrice identité, et donc on a toujours à essayer de trouver des solutions qui sont toujours nulles pour une amplitude non nulle. Pour ce faire, il faut que le déterminant de la matrice totale en coefficient du vecteur vibration x soit nul. Le déterminant doit être nul, donc on a à nouveau un polynôme qui va apparaître, qui est plus compliqué, qui fait intervenir gamma, donc ça c'est les termes complémentaires en fait liés à l'amortissement. On peut toujours les calculer assez facilement à l'aide d'un calculateur formel, et puis obtenir finalement des fréquences ou pulsations caractéristiques faisant intervenir des termes complémentaires. Alors on peut comparer terme à terme les termes complémentaires en fait ici par rapport à la solution initiale sans amortissement. On voit apparaître le terme en I gamma oméga en coefficient devant, enfin I gamma pardon, et on obtient en fait des solutions ici qui sont décalées comme on l'avait vu. Évidemment on peut supposer que le décalage sera aussi vers le rouge lié à l'amortissement par rapport aux pulsations propres qu'on aurait sans amortissement. Alors les solutions que l'on peut trouver de ce polynôme, donc les solutions qui annulent ce polynôme qu'on a mis sous forme factorisée, évidemment vous donne la solution triviale, on a toujours oméga en facteur, une puissance ici 1, et puis on a des solutions qui font intervenir l'amortissement, donc avec le décalage classique, toujours pareil, qui aura tendance à diminuer la pulsation, donc augmenter la longueur d'onde, donc ce décalage sera un décalage vers le rouge lié à l'amortissement des pulsations propres. Et puis ce terme en I gamma sur 2, pardon, qui vous donne une pulsation finalement en fait qui devient complexe. Donc a priori vous pourriez vous dire elle n'a pas de sens physique, cependant lorsqu'on la remplace cette pulsation propre dans l'équation initiale va nous permettre d'obtenir les vecteurs propres correspondants aux deux types de mouvements qu'on a observé tout à l'heure avec dans le cas en fait sans amortissement, donc le cas symétrique et le cas qu'on pourrait dire antisymétrique, où l'atome de carbone central bouge un peu et où les deux atomes d'oxygène bougent en phase. Le terme ici correspondant à la pulsation, correspondant à un rapport des pulsations propres que l'on avait introduite au début du problème. Ce rapport étant au carré. Alors on obtient finalement en fait des solutions propres qui sont le même type de catégorisation de solutions, bien qu'on ait des solutions qui soient complexes, on obtient le même type de comportement, mais à des pulsations en fait qui sont plus basses et qui deviennent donc complexes. Ce sont les solutions évidemment mathématiques. Alors vous allez me dire, obtenir une solution complexe pour une pulsation, c'est choquant pour le physicien, évidemment, puisqu'on excite un oscillateur réel avec un rayonnement, donc avec des grandeurs qui devraient être décrites par des nombres réels ou des fonctions réelles. Alors évidemment, la solution dans l'espace complexe, ça a été décrit en particulier dans un de mes articles sur les résonances placement,
peut être considérée comme une solution mathématique, et donc la solution physique correspondante, c'est l'intersection finalement, dans le plan complexe, de cette solution, donc une sorte de surface, avec l'axe des réels, donc là une courbe obtenue de résonance dans le cas où la partie imaginaire en fait de oméga, de l'excitation, est nulle. Et donc ça devient une empreinte de la résonance dans l'espace complexe. Puis bien évidemment, la qualité de la résonance est d'autant plus grande que la résonance dans le plan complexe se rapproche de l'axe réel. Vous pouvez penser en fait à un point qui se déplace dans le plan et qui se rapproche plus ou moins de l'axe X réel. Ça dans l'espace complexe. Et puis bien évidemment, ce point s'éloigne de l'axe réel, d'autant plus qu'on a un amortissement important. Vous pouvez physiquement évidemment vous en convaincre, et puis éventuellement faire un petit calcul numérique qui va vous permettre d'illustrer ce phénomène. Bon, bien sûr, il est possible de considérer des raideurs de ressorts qui sont différentes. Alors d'abord sans amortissement, on aura une correction ici qui est intéressante, qui correspond finalement à une masse réduite d'un oscillateur. On retrouve le même type de grand résultat en mécanique quantique. Ces pulsations donc faisant intervenir éventuellement des modes symétriques et antisymétriques, et puis on peut généraliser, surtout quand on a un calculateur formel, à des couplages plus complexes, pour des molécules plus complexes, comme par exemple le couplage entre 5 atomes. Donc là, sans amortissement, où on voit des modes de vibration particuliers, qui seront des traces que l'on pourra observer aux pulsations calculées ici dans le spectre enregistré, et donc qui seront des traces de la structure moléculaire, et donc des liaisons entre atomes correspondants. Donc tous ces modes de vibration étant attachés à un type de molécule particulier, correspondant donc à des types d'atomes liés entre eux par des liaisons différentes, et donc chaque trace de liaison pourra être observée dans le spectre à des pulsations que l'on peut finalement calculer assez facilement en résolvant le problème suivant la méthode que je vous ai proposée, bien évidemment à condition de connaître les caractéristiques de ces liaisons. En tout cas, ce modèle simple vous permet de voir que dans une molécule simple, on a plusieurs modes qui seront caractéristiques, qui vont pouvoir avoir lieu suivant les pulsations d'excitation, ces modes étant des modes qui peuvent être symétriques, antisymétriques, étranges. En tout cas, la solution mathématique de ces modes peut vous permettre d'identifier la position des pics et donc la position de la matière. On peut le faire avec 6 atomes. La complexité du problème est de factoriser le déterminant de la matrice 6,6 obtenu. Donc c'est très difficile à faire évidemment à la main, avec un calculateur formel comme Mathematica ou Maxima, ça se fait très rapidement. Et donc on trouve les modes propres, les pulsations propres et les modes correspondants en remplaçant chacune de ces solutions dans les équations initiales. Et donc ce qui nous permet de voir comment les atomes peuvent bouger finalement physiquement entre eux. Et puis en fait on a considéré en fait des liaisons qui pouvaient être attractives ou répulsives dans certains domaines de la physique. Et dans ce cas-là, en fait, on change le signe, vous pourrez le voir dans certaines publications, donc là je ne donnerai pas trop de détails. on change le signe du frottement. Et donc on peut du coup mettre en évidence par des modèles adéquats des résonances avec plutôt des amplifications que des amortissements. Et donc les modèles physiques associés pour ces systèmes peuvent permettre aussi de décrire la position des résonances. Ça se fait de la même manière en écrivant la matrice de couplage après avoir résolu le problème, puis ensuite en résolvant déterminant de cette matrice de couplage égale à 0, et puis donc à partir du moment où on a un nombre d'atomes donné, les positions des résonances correspondantes. Et puis bien évidemment, toutes ces formules compliquées, toujours ayant pour objectif d'identifier des positions de pic dans les spectres, et donc de revenir
à la composition de la matière à partir de l'analyse de spectre. Voilà, je vous remercie de votre attention.